de temps, nous allons peut-être cerner quelques propos qui sont ceux de Pierre, avec peut-être 4 mots. Et le premier mot que je voudrais aborder, c'est le mot souffle. Alors c'est le mot souffle parce que le titre du recueil, du livre qui est aujourd'hui récompensé, mais au-delà de ce livre, je tiens à le dire, c'est l'œuvre entière de Pierre que nous souhaitons saluer. Ce n'est pas simplement transfert du souffle, mais c'est ton œuvre entière. Alors, pour cela, pour aborder le mot souffle, je vais demander à Béatrice de nous lire un fragment. Alors, les deux fragments que nous allons lire, l'un est extrait d'un recueil intitulé « Le don des souffles », c'est publié chez Rougerie en 1990, et le second, c'est dans ce recueil « Transfert de souffle », c'est la partie des textes récents. Nous allons aborder un peu le contenu de cet ouvrage, mais c'est ce qu'on appelle perpétuel, la bienvenue, ce sont les textes récents. Voilà, les 2 textes dont il est question. Pour qui parler, sinon pour ceux qui nous précèdent dans l'invisible? Absents, ils n'ont qu'un peu d'avance. Par-delà les regards, l'amour délie le souffle. Aucune inscription sur les dalles n'offensera le temps. Ouvrant nos bras, nos lèvres, la voix commande. Elle acquiesce à la mort comme au feuillage qui remue. Nous restituons le silence à sa lumière. Un caillou que la pluie dénude. Tu en dénombreras une à une les crevasses, les veines. Tu te perdras. Tu reprendras tes calculs pour savoir ce qu'il convient de dire, transparent, rutilant. Seule une paume a la bonne réponse, qui recevant la neige la réchauffe, la fait fondre, la garde en sa mémoire. Impossible, point serré, d'écrire. Mais un poème, s'il est libre, est chez lui dans un caillou, comme parmi les souffles. Alors Pierre, je voudrais ici donner la parole à un auteur, un poète qui, je pense, avait avec toi des relations privilégiées au niveau de la pensée, toujours, puisqu'il est là, c'est Christian Hubin, pour lequel l'Académie a décerné l'an passé son grand prix de poésie. Alors Christian Hubin disait ceci à propos de l'œuvre de Pierre: l'envie de rompre, de respirer, d'aller. J'aime ces livres à ce qu'ils m'échappent. Souffle, trajectoire, ils traversent, laissant vacant. Poèmes qui sont un tressaillement de frêne, un débrouement lumineux. Christian Hubin. Et c'était publié d'ailleurs dans un tiré à part de la revue Source en 1990. Alors, ce souffle, on en parle beaucoup quand on évoque ta poésie. Je voudrais un peu que tu nous parles de ce souffle. Les poèmes en parleront mieux que moi maintenant, c'est sûr. Le souffle est fondamental, c'est la vie même et c'est aussi la poésie. L'autre nom du vent, c'est le titre d'un livre publié il y a 3 ou 4 ans, et le vent ou le souffle, l'autre nom du vent, c'est la poésie. C'est ce qui nous fait vivre, nous maintient en vie, nous donne le mouvement. Et ce titre de transfert de souffle donné à une anthologie suivie de poèmes récents, c'est
je ne dirais pas toute ma vie, toute mon œuvre, pardon, parce que le mot œuvre me paraît toujours déplacé, toujours trop fermé, mais le mouvement même qui est celui de tous les textes que j'ai pu écrire. Transfert de souffle, c'est ça, c'est toute ma vie. En fait, transfert, probablement parce qu'il faut le dire, ce livre publié aux éditions L'Herbe qui tremble comporte un grand nombre de pages qui concernent des poèmes publiés entre les années 1970 et 1980. Et même avant. Alors, on ne parlera probablement pas aujourd'hui du surréalisme, on va t'épargner cela, mais sachez quand même que, vous le savez, Pierre Desnaud est un de ceux qui sont allés frapper un jour à la porte de Breton, et ses premiers ouvrages sont marqués par ce surréalisme. Et j'ai lu quelque part, mais nous ne parlons pas de surréalisme aujourd'hui, que tu avais trouvé là, par rapport à l'enfant, à l'adolescent que tu étais, tu avais trouvé là la matière finalement à quitter la réalité qui était la tienne, qui était celle du garçon que tu étais dans le Nord, pour finalement, ce surréalisme pouvait t'ouvrir les portes de l'imagination, de l'imaginaire. Oui, on va pas entrer trop dans le détail de l'évolution, parce que autant où j'ai rencontré, où j'ai tenu à rencontrer André Breton, ce que je privilégiais, c'était évidemment non pas l'ici et le souffle d'ici, mais toujours un ailleurs donné par l'imagination. Et au fond, ma vie, c'est pas seulement un transfert de souffle, c'est également une ouverture à l'ici. Non pas une fuite, mais au contraire, une appréhension de ce qui est ici, dans l'instant. Et à ce moment-là, le souffle peut être, comment dirais-je, accueilli dans toute son intensité et son ampleur. Eh bien, en écoutant Éric tout à l'heure nous parler si bien de Philip Jones, eh bien, je me souvenais des livres que Philip Jones m'avait envoyés, et en particulier du premier, qui était un gros volume, sans doute une anthologie, préfacée d'ailleurs par René Char, ce qui avait attiré immédiatement mon attention, et ce livre avait un très beau titre, Racines ouvertes. Et Éric citait un passage où il y avait le mot racine et le mot oiseau. Et voilà, c'est cette réunion, cette union de la racine et de l'oiseau, donc de l'ouverture, voilà ce qui me paraît fondamental. Jamais oublier la racine, mais peut-être qu'à 20 ans, quand je frappais à la porte d'André Breton, au 42 rue Fontaine, eh bien, je ne savais pas de racine, je ne savais pas ce que c'était. Et le don des souffles, tu rappelais le titre tout à l'heure, il y a un autre livre publié à peu près à la même époque, il y a 25 ans, chez Rougerie, c'est le Terre des voix. Les livres devraient être, les livres de poésie devraient nous faire entrer sur la terre des voix. Des voix avec X. Des voix avec X. Alors, tu parlais de ici, je signale que l'un de tes derniers ouvrages, publié aux éditions Arfuyen cette année, 2021, oui, cette année, c'est juste avant le titre, ici. Juste avant ici. Voilà. Tu peux peut-être nous en parler un peu de ce livre. Moi, je voudrais, on va un peu n'importe où, ici, aller dans cette dernière partie que tu as intitulée « Apportée de poèmes ». Et j'avais pointé, quand j'avais fait cette lecture personnelle, quelques petites choses comme ça, que je donne.
Si tu as la clé, tu n'ouvriras rien. Alors, est-ce que tu as la clé? Ça me paraît tellement évident. Surtout, n'ayant pas les clés, à la rigueur, cherchons-les, mais si nous ne les cherchons pas, si nous ne les cherchons pas, c'est encore mieux, parce que je crois que la véritable ouverture, elle n'est pas volontaire, elle n'est pas forcée, contrainte, comme vous voulez. Au contraire, elle est dans l'ouverture personnelle, dans l'ouverture du langage, etc. C'était les racines ouvertes de Philippe Duros. Oui, mais tout se tient. Hein. Si j'étais tout jeune quand j'ai reçu ce livre, eh bien, c'était l'époque où, pour la première fois, je collaborais au Journal des Poètes, c'est pas hier. Hein. Eh bien, oui, racines ouvertes. Un autre fragment dans ce ici. Nous n'imaginons pas les poèmes. Nous écrivons des poèmes qui nous permettent d'imaginer. Oui, c'est ça. Oui. Oui, et surtout pas de... Comment dirais-je, jamais je n'ai su d'avance ce que j'écrirais. Ni un poème, une page, ni a fortiori tout un livre. Tout apparaît dans l'écriture. Et donc, je sais pas, j'écoute, parce que si le souffle est capital, l'écoute l'est tout autant. Hein. J'écoute des mots, ils vont se rassembler, ils vont trouver un rythme, tout cela va suggérer des perspectives, et c'est peu à peu que je vais découvrir ce que je suis, ce que j'ai envie, ce que j'aime dire. Voilà. Et donc, c'est le poème, une fois, non pas achevé, ce serait horrible, mais une fois, comment dirais-je, ayant trouvé son équilibre, à ce moment-là, oui, je pourrais imaginer, je pourrais tout simplement regarder autour de moi, écouter autour de moi, puis voir les visages, voir tout ce que j'aime dans ce monde, les visages, les arbres, tout ça, j'en serai plus proche. J'en serais plus proche. Au fond, imaginer, c'est pas du tout, comment dirais-je, inventer ce qu'on n'a jamais vu. C'est voir et entendre enfin ce qui est autour de nous et qui apparaît c'est une épiphanie de ce qui est là. Voilà. Tu dis d'ailleurs, tu écris, parmi les pages que j'ai soulignées au crayon quand j'ai fait cette lecture, être capable de s'étonner et, sans comprendre pourquoi, de l'admettre. Telle est la vertu principale de ceux qui écrivent des poèmes. Oui, s'étonner, être surpris. Alors pour quitter peut-être ce registre des souffles, je cite encore dans ce livre, mais je peux peut-être t'interroger sur cela. Ne te fie qu'au souffle. Ils ne savent pas s'il fait nuit, s'il fait jour. C'est le moment, disent-ils. Voilà. Alors, petite chose quand même, je remarque pour qui ouvre les nombreux recueils de Pierre, il y a toujours, quasi systématiquement, un poème manuscrit. Pourquoi, Pierre? Pourquoi? Tout simplement parce que les manuscrits nous offrent les traces, mais les signes d'une main, avec ses hésitations. Et puis, bon, je suis incapable, je dois le dire, d'écrire avec un ordinateur, bien entendu, d'écrire à la machine. J'aime écrire à la main. Et j'aime tracer des lettres. Et c'est un enfant. J'ai commencé à écrire mes premiers poèmes, j'étais encore un enfant, et je perpétue cette activité de ma 11e ou 12e année. Ma mère était institutrice, je la voyais dans sa classe le soir préparer les tableaux ou les cahiers pour ses élèves le lendemain,
et c'est pas elle qui m'a appris à lire ni à écrire, mais enfin, j'étais fasciné par cet acte-là qui consiste à faire, on disait à l'époque, faire des pleins et des déliés. Et ben c'est ça, faire des pleins et des déliés. Les poèmes sont des pleins et des déliés. Ouais. Peut-être. Je veux dire que... Alors je perpétue, c'est ça. Je suis un éternel, perpétuel enfant. Je veux dire que ta graphie est extraordinaire. Hein. Tu écris, cette graphie est remarquable et on a l'impression d'entrer un peu dans ton intimité, comme ça, en ouvrant cette première page. Alors, c'est une activité qui est, comment dirais-je, encouragée par les amis peintres avec lesquels je fais non pas des livres, mais des manuscrits d'artistes. Ils m'envoient des aquarelles, des gravures, des photos, et puis ils me demandent, ou des poèmes, puis ils me demandent de les accompagner, et oui, enfin 5 ou 6 exemplaires, mais c'est pas un travail démesuré. Mais voilà, et on fait ensemble des livres, et là, il faut faire sans cesse l'éloge de la main. Voilà. Alors, avant d'aborder peut-être une deuxième voie, qui serait celle de l'étreinte, je voudrais te citer une phrase qui m'avait un peu fait peur en regardant un peu quelques travaux qui t'étaient consacrés, où tu disais « J'écris des poèmes pour ne rien expliquer, pour fuir les explications ». J'avais très peur de cette phrase en me disant « Que va-t-il me raconter aujourd'hui ?» Alors, cette phrase, je la poursuis. « Le silence est l'espace dans lequel la parole peut émerger. Mais aussi le silence est ce qui recueille la parole et peut-être l'épanouit. Pour moi, il n'y a pas d'hostilité entre parole et silence. C'est un couple. Il faut les envisager ensemble comme la vie et la mort. Ce sont les deux traces d'une même réalité. » C'est Christian Hubin qui te parlait de contradictions dans l'œuvre entre certains mots, etc. Alors on pourrait écouter Béatrice nous parlant de cette seconde face, il y en a de très nombreuses, mais que nous avons appelé l'étreinte. Comme toi, je me tais. Je m'approche. Avons-nous un nom dans l'amour? Nous réduisons nos ombres. L'espace entre nous vacille-t-il? Ce n'est ni toi ni moi qui regardons l'air et la flamme éperdument. Nous ne distinguons plus le temps. Notre corps, il se consume, il se féconde la nuit, la chair ardente. Ses yeux en nos yeux, seul le sens est avare. Nous mourrons, nous serons nus ensemble. Ce que nul mot n'a su dire, nul silence, et que le chant prolonge. Nous ne réclamons rien. L'étreinte est plus que nous, vivante. Alors c'est un fragment d'un livre publié, la première édition en 1980 chez Thierry Bouchard, intitulé « Le retour et le chant ». Alors quand on parle d'étreinte, je pense que pour Pierre, l'écriture ne pourrait s'envisager sans l'image de la femme, la sienne, Jacqueline, toutes les Lilith peut-être. Je crois que représente pour toi la femme dans l'écriture? Quelle question. À la fois essentielle et très indiscrète. Indiscrète, non, à vrai dire, parce que les premiers poèmes
non pas que j'ai écrit, puisque j'avais 11 ans, 12 ans quand j'ai commencé, mais que j'ai publié, oui. Ces premiers poèmes étaient inspirés par la femme avec laquelle je vivais, qui est ici d'ailleurs, hein, dans les premiers rangs. Et donc, inspiré par elle, et que je lui ai offert. Et donc, l'étreinte, c'est l'union, alors évidemment, de deux personnes, dans les éléments naturels. Et l'étreinte, oui, c'est ce qui est enfin rassemblé, alors que tout dans nos existences, au contraire, est disjoint, séparé, etc. C'est un idéal de vie qui est ainsi célébré dans ces poèmes. Et je ne me souviens plus, à vrai dire, de ce poème que Béatrice vient de lire, ou de ses pages, je ne sais plus. Et en effet, c'est dans le retour et le chant, et c'est repris justement dans Transfert de souffle. Édité, oui, je me souviens très bien, par Thierry Bouchard, qui était poète, peintre, imprimeur. Et c'était un des imprimeurs d'Yves Perret. Je ne sais pas, je ne vois pas Eric dans la salle, mais Yves Perret et Thierry Bouchard se connaissaient bien, et Christophe Rubin, nous étions tous très liés les uns les autres. Bon, enfin voilà, le retour et le chant. Et qui est un titre significatif parce que, et c'est le dernier livre choisi dans l'anthologie, c'est que ces poèmes parlent, je ne sais pas, par leur simplicité, par leur rythme, par la présence de l'air et des souffles, donc était bien un retour à une poésie moins disloquée, parce qu'il y a eu des périodes là dont on ne parlera pas, et c'est peut-être sans intérêt maintenant. Il y a eu des périodes en effet de crise, de rupture, etc. Et donc là, c'est un retour à une écriture ou une parole, non, plutôt une parole qu'il faudrait dire. Et un retour qui rend le chant, c'est-à-dire la parole portée à l'incandescence, qui est devenu possible. Voilà. Alors, évidemment, au cours de toute une vie, il y a des moments où l'auteur met l'accent sur telle ou telle comment dirais-je, nécessité de la poésie. Voilà. Or, en ce moment, évidemment, je suis beaucoup plus marqué par la nuit. Peut-être dû aux années qui ont passé. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous lire un poème de ce fragment? Un poème de cette suite? Du retour et le chant. Voilà, n'importe lequel. Bon, le dernier parce que là, je pourrais encore l'écrire combien d'années, alors 40 ans après? 40. Oui, le vent me prononce, un cri l'interrompt, me suis-je écarté pour revenir? Une poignée de sable, une grappe de lilas blanc, sommes-nous loin du rivage en cette plaine? Est-ce au dehors que nous guettons? Le présent, le partage, nous ne possédons rien, que perdons-nous? Enfance, océan, tout se tient, je n'ai plus que ce mot, quoi que je dise, à répéter. Je ne dirai plus je, pleinement se renouvelle, et la rencontre et le temps, dans les deux sons de la syllabe unique, en ce jour plus grand que le jour. Les deux derniers vers, dans les deux sons de la syllabe unique,
en ce jour plus grand que le jour, j'aurais pu écrire ces 2 lignes ce matin. Quant au oui, c'est un mot essentiel, d'avoir une conjonctive voyelle, et ensuite, c'est toute une, comment dirais-je, non pas une conception, le mot est mal choisi, mais nous prenons plus une vision, une approche du monde, hein, qui, seul le oui, permet de voir le jour plus grand que le jour. Pierre Desnos est un poète optimiste. Un poète optimiste? Non, je crois pas. Non, c'est pas ça, c'est l'ouverture. Alors, il y a un son qui revient, il y a des couples, il y a des sons, des sonorités qui reviennent sans cesse. Je m'en aperçois quand je suis amené à lire, comme maintenant. Il y a des sons qui reviennent sans cesse, il y a or et ou. Je suis très frappé par ça. Pourquoi d'autres pourraient peut-être le dire. Pourquoi or et où? Ce sera peut-être un sujet d'une prochaine rencontre. Un sujet de thème des poètes. Alors, troisième voie qu'on voudrait suivre avec toi, c'est celle des armes. Où là, on retrouve aussi Philippe. Donc, je voudrais aborder un peu simplement le mot arme. Alors, pour ce mot arme, Béatrice va nous lire 2 textes, un extrait de Ici, justement, et l'autre de Perpétuel la Bienvenue. Donc, ce sont des textes récents, relativement récents. C'est au sommet que tout commence. Nous aurions dû le remarquer plus tôt, mais toi, tu as cet âge où tout se développe à l'extrémité d'une phrase. Les fines branches, feuilles tombées, sont tendues vers le ciel. Que feras-tu de toute une saison de regards, de poèmes? Si d'un matin à l'autre, ou d'un rameau à l'autre, l'or, le rouge, la splendeur se communique à l'air, la mort ne peut survenir de si haut. Tu t'approcheras de l'érable, de tout arbre. Tu caresseras les 2 mains, l'écorce, et tu écouteras. Et tu transmettras le message en te baissant au-dessus de l'humus. Un arbre, caresser son écorce, ne graver aucun chiffre, aucune lettre. Du bout des doigts, deviner ce que signifie pour la sève le nom sève. Tu sais spontanément t'y prendre. Il y a dans un arbre une forêt, comme en ton corps plus qu'une vie. Mais un poème. Tu n'as réalisé qu'un demi-geste en écrivant, jusqu'à ce qu'il t'échappe. Quant au silence, à l'ombre où il te laisse, ce sera l'œuvre véritable, la tienne, de refuser de mettre un point final, d'en tirer de nouveau une parole, une lueur prodigue. J'ouvre un peu au hasard, Pierre, d'Espace en domaine de Phil Jones, et je lis, hein, c'est « La forêt séduit et accueille hors solitude. Ce n'est jamais le même, mais un autre semblable. » On a écouté
écouté tout à l'heure, Michel Gosselin nous parlait de Marguerite Yourcenar et de son écologie, de la conception qu'elle se faisait de la relation avec les pierres, avec le silex, etc. Quelle relation, toi, entretiens-tu avec les arbres? Quelle relation j'ai? Oui. Avec l'arbre? Les arbres, avec l'arbre. Avec l'arbre? Ça peut être évidemment une relation essentielle, parce que c'est une des... Comment dirais-je? Je sais pas comment dire. J'allais dire, les arbres, tous quels qu'ils soient, ce sont des présences fondamentales. C'est-à-dire les plus belles présences sur la Terre. Ce sont sans doute des arbres avec aussi quelques oiseaux. Et des arbres, c'est même pas la peine, je pense à Michaud tout à l'heure, puisque le nom a été cité, les arbres des tropiques. J'ai pas besoin des arbres des tropiques. Les arbres d'ici sont fondamentaux. Alors, je cite souvent les ormes, puisqu'ils ont disparu, et aussi pour la sonorité du or, mais tous les arbres, parce qu'ils s'enracinent et parce qu'ils s'élèvent, parce qu'ils ne me paraissent pas des conquérants, ce sont des présences. Ils accueillent, et en même temps, ils nous donnent à voir et à entendre, parce que, au moins l'été, ils ont un feuillage, ils nous donnent à voir autour d'eux, ils nous donnent à voir l'air. Et ils sont, le vent les anime et ils nous rendent le vent présent. Enfin, c'est extraordinaire. Ce sont des poèmes. En fait, ils agissent, ils se montrent comme des poèmes. Les arbres sont des poèmes incarnés. Alors, en feuilletant à l'instant ce transfert de souffle, je tombe sur du poème très ancien qui date du poème Commencé, où tu parles de rituel d'adoration et tu parles de l'arbre. Oui. Ah bah oui, voilà. Oui. On ne peut pas tout lire parce que c'est très long, ça. Le début? Oui. Oui, alors là, c'est un poème érotique, si vous voulez bien. Alors, je rappelle que jusqu'au XVIe siècle, dans notre langue, arbre est un nom féminin, une arbre. Je me souviens, j'expliquais à mes élèves un passage de Rabelais où j'ai ces frères Jean qui se met en lutte là, contre les envahisseurs de son abbaye, les soldats de Picrocole, et avec sa vivacité, il fait fuir les ennemis qui montent. Alors l'un, Rabelais nous explique, l'un faisait ceci, l'autre faisait cela, et un autre gravait en une arbre. Gravé en une arbre, une montée dans un arbre. Arbre était donc un mot féminin, vient du latin bien sûr. Et donc pour moi c'était tout à fait. Et puis bon, c'est une image essentielle. L'arbre, je voyais un corps féminin. Bon. L'arbre est un corps si droit, si haut d'abord, que nul regard ne le mesure entier, si large aussi, que nul champ ne le parcourt, ne l'exprime en un seul mouvement solaire, un seul embrasement. Bon, on arrête la citation. J'ai quand même, je dois le dire, écrit ces poèmes en 1965. J'étais encore un tout jeune homme. C'était le poème Commencé, mais je signale, c'était publié au Mercure de France en 1969. Oui, le temps, les délais nécessaires à une publication, donc j'ai dû écrire ça en 65. Ou alors ça correspond à peu près à l'année où André Breton est mort, en 1966. Alors pour conclure cette trop brève conversation en bâton rompu, je voudrais revenir sur, non pas l'arbre,
mais sur le pays qui est le tien. Et je vais demander à Béatrice de nous lire un poème intitulé 800, tout simplement parce que nous sommes l'un et l'autre. Toi, heureusement, tu habites ce nord, Dunkerque et Malo-les-Bains, et moi j'en rêve. Brume, écume, avec la terre, avec la mer, se nouent, s'épanouissent. Le jour nu s'offre au jour, déferle. Ai-je un passé? Je n'attends rien. Une vague encore, houle, alouette. Il n'y a point de cendre, il n'y a plus de temps. Alors ce poème est extrait de L'âge du temps, publié chez nos amis de Sud. Sud, c'est aussi, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est aussi pour toi une rencontre exceptionnelle avec un homme exceptionnel qui était Jean Mallieu. Nous évoquerons à d'autres moments. Le pays, le pays côtier qui est le tien, c'est peut-être là aussi que tu trouves le souffle dans la marche qui fut la tienne sur la côte. Oui, certainement. Il y a une formule que j'emploie quelquefois pour évoquer la rencontre d'un lieu lié à l'aventure personnelle. C'est évidemment le fait d'avoir choisi de vivre à Dunkerque ou les environs de Dunkerque, d'habiter, et nous avons habité pendant plusieurs années face à la mer. Et je ne vais pas vous parler des plages de la mer du Nord ou bien de la Manche. Hein. Quand je vais dans des régions comme le Sud, quelquefois on dit « Ah ben oui, on constate que vous êtes du Nord, etc. » Mais ils ne connaissent pas nos plages, et donc il faut que je précise, mais pour nous tous ici, ce sont des paysages familiers. Mais là encore, on ne vit pas impunément face à un élément du matin au soir et du soir au matin pendant une année entière. On découvre tellement de choses, on découvre des souffles, on découvre des rythmes, hein, et ça peut transformer complètement votre manière d'appréhender le monde, la vie, l'écriture, etc. Tout. Ce qu'on appelle les contraires, eh bien, non, ça n'existe pas, ce sont des complémentaires. Et vivre en face de la mer du Nord, de la Manche de 800, disons, je sais pas, à Malo-les-Bains, puisque c'est à Malo-les-Bains que nous avions un appartement, eh bien, oui, et donc, la mer est omniprésente, elle est perpétuellement présente dans ce que j'écris. Même quand j'en parle pas, même s'il n'y a pas le mot vague ou le mot embrun, etc. dans un texte, non, le rythme même des vers, ça vient d'un lieu, ça le transcende, c'est la vie même dans sa globalité qui se trouve présentée ainsi. Oui, je pense que c'est essentiel. Alors on en terminera avec cette phrase, ces quelques phrases, je ne sais pas d'où elles proviennent, tu les as écrites, mais je ne sais où. Parlant de ce nord est un pays de souffle. Pays de souffle, c'est-à-dire un pays qui n'a rien de définitif, n'est rien de délimité. Voilà, j'en resterai là. Oui. Et je ne sais pas, l'un ou l'autre a peut-être envie de te poser quelques questions. Je crois qu'on peut le faire dans nos salles. On vous invite toutes et tous à rejoindre Pierre Desnaux autour d'un petit dîner, cocktail dînatoire
dans la salle d'Estrée, qui est celle où nous nous réunissons mensuellement, et dans le bureau du secrétaire perpétuel. On vous y attend avec Pierre. Oui, mais je tiens au moins à prononcer un mot de 2 syllabes qui est merci. Merci pour ce prix Philippe Jones et pour votre accueil à tous. Hein? Merci à toi.